petite lecture que j'ai trouvée dans une librairie, parce qu'on trouve un tas de choses dans les librairies. Il y a une petite lecture qui raconte mon personnage. Plus bas que moi, toujours plus bas que moi, se trouve l'eau. C'est toujours les yeux baissés que je la regarde, comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol. Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice, la pesanteur. Disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice, contournant, transperçant, érodant, filtrant. À l'intérieur d'elle-même, ce vice aussi joue. Elle s'effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute forme, ne tend qu'à s'humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines de certains ordres. Toujours plus bas, telle semble être sa devise, le contraire d'Excelsior. C'est tiré de Francis Ponge, le parti des choses. Pourquoi l'eau ? Parce que je m'intéresse aux matières premières depuis longtemps, etc., etc. Mais aussi parce que, comme personnage, il ne peut pas y avoir mieux que l'eau. C'est Jekyll et Hyde, c'est la vie, et c'est aussi la mort. Elle est partout, parfois il y en a trop, jamais à Brest, mais d'autres endroits il y en a trop. Non, mais à Brest, vous voyez dans le livre, vous me faites un peu rigoler parce que j'ai vu des endroits où il y en a quand même. À Brest, il y en a 850 mm par an. J'ai vu des endroits où il tombe 12,50 m. Et je me suis servi de Brest, ceux qui ont parcouru le livre déjà le savent, pour expliquer ce que c'est qu'un pays tempéré, c'est-à-dire un endroit où il pleut 850 mm, mais quasiment tous les jours. J'ai un peu exagéré. Bien sûr que non. J'ai seulement exagéré parce qu'au lieu d'avoir un quart d'heure de rendez-vous avec le grand maître des eaux de Chine, je voulais en avoir plus. Et grâce à Brest et à cet énorme mensonge d'une pluie régulière et quotidienne, j'ai pu rester presque 3 heures avec ce personnage qui m'a appris des tas de choses sur son pays. Donc je voulais remercier Brest, parce que si un chapitre sur la Chine, c'est grâce à Brest, vous n'aviez pas forcément pensé à la ressemblance, c'est pourtant criant. Et je vois parmi vous les yeux bridés, qui ne sont pas seulement le fait de descendants de marins ayant passé du temps en Extrême-Orient. 1950, la Bretagne est une des régions les plus pauvres de France. Vous le savez mieux que moi, mais je l'ai vu aussi beaucoup. Une région qui sort de la guerre, vraiment dans des états souvent de misère. Comment développer au mieux la Bretagne ? On cherche toutes les solutions, et puis on décide de lancer l'agriculture. On ne voit pas d'autres moyens pour développer vite la Bretagne. Donc on va lancer un type d'agriculture correspondant au terroir disponible. Le terroir disponible ne dispose pas de champs très importants en surface. Donc il faut une agriculture qui ne repose pas sur des superficies énormes d'un seul tenant. Donc on pense à l'élevage. Donc l'élevage intensif, puisqu'on peut faire le maximum de valeur sur le minimum de superficie. Évidemment, cet élevage est polluant, d'autant plus que la Bretagne, comme vous le savez, est dans une situation géologique particulière, où vous avez très peu de nappes phréatiques, vous avez une quantité de terre, souvent très bonne, assez mince, qui repose sur un socle granitique. Ce qui fait que tout ce qui est mis dans la terre, notamment les insecticides, les pesticides, etc., ruisselle directement dans les rivières et atteint les littoraux. Ce qui fait que contrairement que, comme les autres pays, les autres régions, vous avez de la pollution, mais contrairement aux autres régions, ça se voit tout de suite. Donc, première ressemblance avec la Chine, vous avez la nécessité de sortir de la misère une population relativement nombreuse le plus vite possible, comme en Chine, à faible coût pour l'environnement, comme en Chine. Et deuxième ressemblance, évidemment, une concentration des populations sur les côtes
ce qui donne d'autres nécessités d'aménagement un peu disproportionnées par rapport à l'intérieur du pays. Alors aussi d'autres questions qui sont nées à l'environnement, qui sont liées à l'environnement. Donc je me suis dit, c'est intéressant de faire ce genre de ressemblance, puisque ma grande stupéfaction en Chine a été que les autorités, à Pékin du moins, se préoccupaient de la pollution. Et donc ça m'intéressait de voir ça, c'est-à-dire une croissance rapide sur une zone de nature fragile, entraînant donc des contraintes pour l'environnement. Les autorités se disent on ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, il y a la nécessité de se développer rapidement. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour essayer de faire respecter un minimum les normes d'environnement, il y a la voie traditionnelle qui est de dire les entreprises des grandes, les chefs des plus grandes entreprises seront notés sur la capacité maintenant à respecter l'environnement. Les gouverneurs des régions seront aussi notés et leur avancement dépendra de leur capacité à maîtriser l'environnement. Vous savez que la Chine est toujours agitée de forces centrifuges. Ça a toujours été une lutte pour garder uni cet énorme territoire et cette énorme population, et que maintenant les seigneurs de la guerre sont des seigneurs de la guerre, mais de la guerre économique. Et qu'il y a une alliance très étroite entre les grands industriels ou de l'agroalimentaire chinois avec les gouverneurs de région. Et tout ça, évidemment, dans une corruption très développée et très bien organisée. C'est-à-dire pour ne pas respecter les normes édictées par Pékin, tout le monde s'entend. J'arrive dans une petite localité sympathique qui s'appelle Chongqing, et je félicite un Chinois qui avait signé avec la boîte française Suez pour fournir de l'eau à 1 million d'habitants. Je lui dis, quel beau contrat. Il me dit, nous avons encore beaucoup à gagner sur cette ville parce que ce contrat ne représente que le 33e de la ville. Donc calculez rapidement, c'est donc une ville qui fait 33 millions d'habitants. Alors imaginez ce que c'est que les rejets de 33 millions d'habitants sur un fleuve, en l'espèce le fleuve bleu, le Yangtze, à 300 km en amont du barrage des Trois Gorges. C'est-à-dire si vous ne traitez pas l'eau de 33 millions d'habitants, cette eau plus qu'usée va s'accumuler, je dirais, se coaguler, juste dans le lac de retenue du barrage des Trois Gorges. Donc vous voyez que les questions d'environnement qui se posent en Chine sont absolument capitales. Donc, comment fait le gouvernement chinois? Il y a une gestion, en dehors des normes qu'ils essayent tant bien que mal de faire appliquer, une gestion qui m'a absolument fasciné. Et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage. C'est pour découvrir ces mécanismes qui ne sont pas connus. Je rencontre par hasard des gens de Greenpeace China à Hong Kong qui me disent d'aller voir des gens de Greenpeace China à Pékin. Et ils me disent qu'ils ont le soutien du gouvernement pour aller faire des analyses sur le Yangtze à Chongqing pour voir quels sont les rejets industriels qui sont faits directement sans être traités. Alors je passe un bout de temps avec eux, ils me montrent les photos qui sont absolument terrifiantes. Il y a évidemment des couleurs épouvantables. Et donc, qu'est-ce que font ces gens militants de Greenpeace China? Ils les montrent au gouvernement, qui leur dit « mais non, ce que vous m'avez dit n'est pas vrai, etc. etc. » Alors j'ai su après que Greenpeace China, qui était juste toléré, avait été aidée pour mener son enquête, mais comme elle avait un peu exagéré, quelques militants de Greenpeace China se sont trouvés en taule. Donc, vous voyez ce système de gestion où on donne un peu la bride longue à des organisations non gouvernementales, de même aux internautes, qui sont 350 millions maintenant. Donc, il y a un début de population civile qui informe. Et le gouvernement central joue des normes, joue de la menace, joue d'une autorité très policière
et en même temps joue de ce début de liberté avec, ces associations, et puis ces internautes, et ces grands joueurs de SNS. Alors, qui d'ailleurs, grands joueurs de SNS, manipulés, mais en même temps libres, qui vont se retourner contre nous, puisque vous savez que la Chine est très très furieuse que le président de la République rencontre le Dalai Lama en Pologne, je crois. Vous vous dites aussi, en pensant, quand j'étais là-bas, que la raison pour laquelle les Chinois prennent autant d'attention au Tibet, c'est que le Tibet, c'est le château d'eau. Et que s'il y a trop d'autonomie et que s'il y a un certain contrôle de l'eau qui vient du Tibet, le milliard 400 millions de Chinois, il a une eau qui est sous dépendance. Donc on peut faire toutes sortes de choses. Mais enfin, vous voyez, cet endroit-là, ça met un peu de la tension dans le jeu. C'est pas seulement culturel. Il y a une matière première, des matières premières qui est là. Et donc, vous voyez ces questions-là. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que l'eau, c'est intéressant en tant que sujet, mais c'est aussi intéressant comme miroir du fonctionnement des sociétés. La plupart des conflits ayant l'eau pour objet n'ont pas dégénéré, jusqu'à présent. Pour une raison assez semblable, au fond, à l'arme nucléaire, c'est que c'est tellement épouvantable qu'on essaye de trouver une solution. L'eau est tellement nécessaire, on sait que les populations sont prêtes à tout pour avoir de l'eau, qu'on essaye de trouver une solution. Mais depuis 20 ans, les conflits se multiplient, ayant l'eau pour objet, et sont de plus en plus violents. On va commencer par le Nil, les Nils. Vous savez que le Nil se divise en Nil blanc et Nil bleu. Hein, le Nil bleu, c'est l'Éthiopie, le Nil blanc, c'est l'Ouganda, les grandes ruptures, etc. Bien. Il y a déjà beaucoup de monde dans la région. Il y a 3 pays majeurs qui sont là, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignant à Khartoum, donc la capitale du Soudan. Il y a déjà beaucoup de monde. Dans 25 ans, les démographes sont d'accord là-dessus, avant l'infléchissement des populations, vous aurez 160 à 170 millions d'Égyptiens, 70 millions de Soudanais et 110 à 130 millions d'Éthiopiens. Donc vous aurez en gros 350 millions de gens qui vont vivre là, dans cette région, et qui vont devoir se partager le Nil. Comment on va faire? Vous imaginez les troubles à venir. Alors, regardez où se trouve cette région du monde. Qu'est-ce qu'il y a au nord? Les bombes, des situations extrêmement tendues du Proche-Orient. Hein? Israël, Palestine, Syrie, Irak, Liban, Iran, c'est pas très paisible dans le coin. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Nos amis somaliens. Et à l'est, qu'il y a les Yéménites. Donc vous avez là, au cœur d'un des endroits les plus troublés du monde, un endroit qui risque d'être, du fait de l'eau, encore plus troublé. Donc les géopoliticiens de tous les départements d'État, des ministères des Affaires étrangères, etc., et des états-majors regardent comment ça va se passer. Donc l'eau, ici, est un reflet de tensions hautement probables dans une région du monde déjà extrêmement sensible. Je décris cette scène hallucinante où vous voyez des gens du monde entier qui se font baptiser dans le Jourdain. Mais le Jourdain, il fait 4 km. Et après, il y a des tuyaux, il disparaît, il n'y a plus de Jourdain. Pourquoi il disparaît? Parce qu'il est piqué en grande partie par Israël, pour les villes israéliennes, et puis même genre, on fait des tomates en plein désert. Alors c'était logique au début, c'était ce que voulait Ben Gourion, de faire fleurir le désert, tout ça, etc. Mais est-ce que ça a un sens maintenant? Et c'est la question que je pose, qui a été prise comme ça, avec circonspection, avec de temps en temps critique et tout ça, en disant, est-ce bien logique pour Israël de prendre les 2/3 de l'eau au minimum des Cisjordaniens qui n'ont qu'une agriculture traditionnelle comme possibilité pour survivre? Est-ce bien logique de leur prendre l'eau pour faire des tomates ou des pamplemousses et tout ça, qui représentent moins de 2% du produit intérieur brut maintenant d'Israël, alors que les dividendes des brevets liés à l'économie d'eau représentent déjà le double.
Donc, encore une fois, par la question de l'eau, et merci, j'avais oublié évidemment cet endroit crucial, vous avez la réorientation de l'agriculture. Et quand vous parlez toujours dans la presse, on voit, et notamment aujourd'hui à Hébron, les batailles entre les colons israéliens et puis les Palestiniens. Et quand vous voyez la gestion de l'eau dans ces domaines, vous voyez qu'il n'y a pas seulement le jeu des colons, c'est que quand vous êtes cisjordanien, vous n'avez aucune maîtrise sur l'eau qui est chez vous. Et vous arrivez à Ramallah et vous voyez le patron des eaux de Palestine. Et il me raconte tout ça, qu'il faut une autorisation pour faire un puits alors qu'il est chez lui, et que, etc., etc. Et je pose la question, mais enfin, comment vous maîtrisez à certains moments votre colère? Et il me dit cette phrase bouleversante, mais vous savez, les larmes vous montent aux yeux. Il me dit, mon peuple n'a pas besoin de ma colère, il a besoin de nous. Et ça, c'est irremplaçable. Troisième région qui nous concerne plus directement, on me dit donc toujours qu'il y a une crise globale de l'eau, c'est faux, c'est régional, et vous êtes plus compétent que d'autres sur les questions de l'évolution climatique. Vous savez qu'il y a le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui produit ces rapports, qu'on va bientôt en avoir un, qui sera sans doute plus alarmant encore que les précédents. Le plus intéressant, c'est de voir les inégalités climatiques qui sont en train de se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire que plus un pays a de l'eau, plus il en aura. C'est-à-dire le Canada, mais alors l'eau c'est Venise, le Canada. Et la Scandinavie, pareil. Mais ceux qui n'ont pas d'eau, ou peu d'eau, en auront encore moins. Donc nous, notre destin est lié avec, évidemment, le sud de l'Europe et puis le Maghreb, où les prévisions régionales donnent entre 15 et 20% de pluviométrie en moins dans 25 ou 30 ans. Et alors, je n'ai pas compris pourquoi les Australiens gaspillaient autant d'eau. Puisqu'il pleut à Sydney plus qu'à Londres. Et il y a des problèmes d'eau. Alors il y a des problèmes d'eau parce qu'évidemment il y a du ruissellement qui n'est mal utilisé. C'est pas diffus parce que il pleut rarement à Brest, mais à Londres il pleut quasi quotidiennement. Et donc c'est moins diffus. Évidemment, c'est plus concentré, etc., etc. Mais il y a aussi un gaspillage énorme. Pourquoi ce gaspillage? Et j'en ai parlé avec beaucoup d'Australiens. Et tous, au fond, ils m'ont donné un peu cette réponse. Qu'est-ce que c'est l'Australie? C'est un pays immense, un pays de pionniers, mais aussi, qu'est-ce que c'est qu'un pionnier? Une fois débarrassé des aborigènes qui avaient la prétention d'habiter là avant, on a un espace infini. Donc un pionnier se dit que tant que je travaille, il n'y a pas de limite. Donc l'espace n'a pas de limite, les matières premières n'ont pas de limite, et donc je suis maître du monde tant que je travaille. Donc cet état d'esprit-là est l'inverse de l'état d'économie. Et si vous n'avez pas cette idée-là, en essayant d'expliquer aux Australiens que ce qui était infini devient fini, vous avez énormément de mal à leur expliquer qu'il faut changer de pratique d'eau, et au lieu de dépenser 260 à 280 litres d'eau par personne par jour, il faut descendre à, comme nous, 160. Donc vous voyez, ces questions-là aussi me passionnent. C'est que, à côté de l'eau qui, en elle-même, est un sujet évidemment passionnant, vous avez ces questions politiques. On a été, beaucoup d'entre nous, j'imagine, en Afrique. Et on a vu, comme d'habitude, que ceux qui font les corvées d'eau et de bois sont les femmes, les jeunes filles, les petites filles et les jeunes filles. Ce qui fait qu'elles n'ont pas de temps pour faire autre chose, parce que ça leur prend 4 à 5 heures par jour. Donc elles font ces corvées. Très bien. Ce qui veut dire que quand on développe les adductions d'eau, mécaniquement vous augmentez le taux de scolarisation des filles. Pour une raison simple, c'est qu'elles ont du temps. Donc bravo, bravo, bravo. Maintenant changez de décor et allez en Afghanistan. Et voyez monter les talibans. Qu'est-ce que regardent les talibans? Le seul endroit où les femmes sont libres, c'est le puits. Le seul endroit où elles peuvent parler entre elles, c'est le puits. C'est une corvée, mais en même temps, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'ils disent?
on va développer l'adduction d'eau. Tout de suite. Donc on installe une adduction avec des terminaux, des robinets un peu partout dans les maisons. Comme ça, les femmes n'ont plus aucune sorte de raison de sortir, donc elles sont prisonnières. Et le robinet, il a dit d'abord pas. Alors j'ai étudié la question de l'eau à Alger. Et tous ceux qui ont été à Alger dans les années encore récentes savent à quel point c'est un cauchemar. Parce que l'eau venait quand elle avait le temps, parfois une fois par semaine, en général au milieu de la nuit, on a un glou-glou, et puis il y avait de l'eau pendant 2 heures. Donc tous les récipients, et on les remplissait d'eau. Bon. Et moi, quand j'ai posé la question aux Algérois, ils m'ont tous dit l'eau, c'est la grande peine. La grande peine. Donc imaginez ce que c'est être en juin à Alger, il fait une chaleur épouvantable, et donc sans eau. Donc c'est, voilà. Et puis là, le gouvernement a décidé, il y en a marre. Le gouvernement qui peut être attaqué sur toutes sortes d'autres points, mais là-dessus, il a décidé que c'était fini, et donc il fallait changer les choses. Donc évidemment, l'administration algéroise est restée maître du processus. Elle a demandé à Suez un appui technique, et ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire améliorer les réseaux, qui fuyaient parfois à 50%. Donc 50% de fuite dans une ville. Donc déjà, si vous gagnez 40%, c'est quand même énorme, ce que déjà en économisant. Ils ont commencé un petit peu du recyclage. Ils ont amélioré le système des barrages et ils ont dessalé. Pour eux, de l'eau de mer. Pour eux, c'est plus simple de dessaler parce qu'ils ont évidemment de l'énergie avec le gaz et avec le pétrole. Je pense que l'agriculture mondiale, européenne, maghrébine et ailleurs, se trouve à un énorme rendez-vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il est logique de priver de l'eau les campagnes et les villes du Maroc pour produire des tomates, et je cite le cas d'un camion de tomates qui franchit le détroit de Gibraltar pour être vendu chez nous, doit être considéré comme suivi par 20 camions pleins d'eau. C'est-à-dire, quand on exporte des tomates, on exporte de l'eau. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres utilisations de l'eau que pour produire des tomates qui viennent chez nous? Donc ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, cette problématique-là, il faut la penser. Et quand je vois que les villes marocaines importent énormément de produits venant de chez nous, est-ce que ça ne serait pas plus logique que l'eau utilisée pour faire la culture d'exportation soit une eau, en tout cas en partie, mieux utilisée pour produire des biens de consommation qui soient consommés un peu sur place. De la même manière que, si vous voyez des salades de fruits avec des fraises en ce moment, elles ne viennent pas de Plougastel. Il y a plusieurs choses. Premièrement, l'eau, hélas, ne se transporte que sur des faibles distances. C'est parce que l'eau est à la fois lourde et fragile. Et l'eau ne coûte pas suffisamment cher, pour l'instant, pour être transportée avec suffisamment de rentabilité. On ne peut pas faire des tankers d'eau. De toute façon, il n'y en aurait pas suffisamment. Donc, la malédiction de l'eau, c'est encore une fois qu'elle est assignée à résidence. Mais l'intérêt, c'est d'aborder l'eau d'un point de vue de géographe, c'est-à-dire d'un point de vue régional, d'un point de vue local, et d'essayer de voir comment les solidarités, appuyées sur les techniques, peuvent être mises en œuvre. C'est-à-dire là, nous, on a une obligation de résultat à ce que le déficit de pluviométrie du Maghreb soit compensé par des coopérations en matière technique pour que, 1, on économise, 2, on recycle, et 3, on a une augmentation de ressources avec le dessalement. Dans la plupart des endroits, le problème, ce n'est pas la rareté physique de l'eau, c'est l'absence de décision politique de régler ce problème, comme un problème prioritaire. Et c'est pour des politiques une question en général compliquée, parce que régler ça, c'est régler on a beaucoup parlé à déjeuner avec Charles des questions d'horloge,
les questions d'eau sont des questions à long terme et que les politiques ont des réélections à court terme. Ces questions d'horloge sont très intéressantes. Regardez ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas entendu les annonces de notre président, mais la question qui se pose, est-ce que la crise, son urgence et la nécessité de sauver l'emploi ne va pas, les réponses à la crise ne vont pas être au détriment d'une maîtrise accrue de l'environnement. Il y a des recherches qui peinent encore, qui n'ont pas de réponse. On améliore les choses, mais aussi bien à l'INRA en France qu'en Israël, que dans différents endroits, qu'au Mexique, qu'en Australie, on cherche selon deux grandes lignes. Comment faire pousser des plantes avec le minimum d'eau, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller très loin et qu'on peut améliorer, diminuer la consommation d'eau de 10 à 15%, mais pas plus. Il y a des sortes de blocages. Alors j'en donne quelques résumés dans le livre. Il y a des blocages physiques. Et on joue par exemple sur le moindre développement des feuilles, où on conduit la croissance pour faire un petit peu comme vous dites, pour arroser pendant la nuit, c'est-à-dire on essaye d'accélérer la croissance quand il y a le moins de soleil. Vous voyez, c'est-à-dire accélérer les moments pendant l'hiver, et puis on essaye qu'il y ait moins de croissance à ce moment-là, etc., etc. Et puis il y a des travaux génétiques, bien sûr. Il n'y a pas une révolution, il n'y a pas une plante, qui peut pousser sans eau. C'est pour ça qu'une question comme celle de l'eau virtuelle est intéressante, c'est-à-dire combien d'eau est nécessaire pour produire un bien. Et là, on a des questions très intéressantes à se poser. C'est que 1 kilo de pommes de terre, 100 litres d'eau. 1 kilo de bœuf, 13 minutes. Donc, si vous avez un accroissement de la population, avec une modification des régimes alimentaires, c'est-à-dire des régimes de plus en plus carnés, c'est-à-dire si les gens qui bouffent du riz commencent à bouffer de la viande, vous n'allez pas avoir besoin de passer de 6 à 9 dans la production, mais plus que doubler. Parce que vous allez avoir besoin de plantes qui nourrissent les animaux que vous bouffez. Et près de la moitié des végétaux servent à nourrir des animaux que l'on bouffe. Donc ça veut dire que comment ça va se passer avec les autres régions du monde? C'est-à-dire que vous allez avoir des transferts incroyables de continents. Et que l'Asie sera dépendante nette de produits agricoles. D'autant plus que l'Asie va manquer de terres arables. Bon, j'ai des amis médecins et ils me disent tu devrais dire que l'eau, c'est aussi la mort, puisque l'eau apporte la mort. Et donc, j'ai choisi entre le paludisme, puisque les larves viennent de l'eau, et j'ai choisi le choléra. Bien. Donc, je vais à Genève et je rencontre la responsable du programme anti-choléra, à l'OMS, qui me dit allez à Calcutta et à Dhaka au Bangladesh. C'est là où il y a le grand centre. Donc, j'ai été rencontrer les médecins, à la fois des chercheurs et puis qui sont des médecins sur le terrain. Et ils m'ont raconté une épidémie qui avait éclaté au sud de Calcutta. C'est mot pour mot ce qui se passe en ce moment au Zimbabwe. C'est-à-dire une situation de désordre politique, une anarchie dans les services publics, l'eau potable qui se mélange à des systèmes d'assainissement qui fuient de partout, donc l'eau potable envahie par les vibrions du choléra, le choléra qui frappe à grande vitesse, qui tue en quelques heures, alors qu'on peut le soigner aussi en quelques heures. Et en ce moment, on a au Zimbabwe 13 000 cas, avec déjà 600 morts. Et cette femme à Genève m'a confirmé par les spécialistes à Calcutta et à Dhaka, m'ont dit que le développement anarchique des villes, mais c'est ce qu'on voit, parce que maintenant, la moitié de la population vit dans des villes.
Et dans cette moitié de la population, il y en a énormément qui vivent dans des mégalopoles de plus de 15 millions. Donc il y a un développement de l'urbanisation sans aucune maîtrise des réseaux d'adduction d'eau et des réseaux d'assainissement. Une des leçons que je ne connaissais pas avant de partir, c'est de dire que eau potable et assainissement, c'est complètement lié. C'est-à-dire vous développez l'eau potable sans donner des latrines aux gens, des toilettes, etc., ben, ça ne sert à rien, il faut les deux en même temps. Donc ils m'ont dit, il est clair que ce développement anarchique de l'urbanisation va entraîner des crises de choléra. Quand vous prenez l'avion pour Alger, pour Oran, pour Tunis, vous voyez 50 ou 100 km avant d'atteindre la ville, vous voyez des grandes traînées, parce que les eaux commencent à être traitées, mais pendant longtemps n'ont pas été traitées. Donc vous aviez des eaux non traitées qui étaient rejetées dans la mer. Moi je pense que toute littérature est une exploration. Alors il y a des gens qui s'explorent eux-mêmes, et pourquoi pas, et puis il y a des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe dans cette planète. Et donc moi j'alterne, il y a des moments où j'essaye de comprendre qui je suis, ou qui sont ceux que j'aime, et pourquoi ils partent, et pourquoi ils meurent, et pourquoi, etc. Et puis il y a des fois où j'essaye de comprendre ce qu'est la langue française, et puis des fois, et comment on peut l'enseigner, et puis sans être trop pari, et puis des fois où j'essaye de comprendre un peu la planète. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce petite promenade de vulgarisation avec le Gulf Stream, où que j'ai raconté les histoires du coton, et que j'essaye de voir les questions d'eau. Donc c'est un peu la même démarche. Simplement, au lieu de faire un dossier de Paris, ce que je sais un peu faire aussi, j'ai préféré me promener. Pourquoi? Parce que j'en avais les moyens, puisque le livre sur le coton, c'était bien vendu. Donc, grâce à vous, je voulais le remercier, et grâce à toi. Et donc, c'est grâce à vous que j'ai pu faire l'eau. Et on en parlait avec des amis journalistes à déjeuner. C'est que la situation économique de la presse aujourd'hui ne finance plus les grands reportages. Vous n'avez plus les grands reportages d'antan. Je sais que très jeune, j'ai lu Tintin, immédiatement après, Kessel, et puis Albert Londres, et Tintin, c'est le petit reporter, et tout ça, c'était des feuilletons financés par les journaux. Par exemple, pour comprendre l'Afghanistan, mais les cavaliers, mais c'est irremplaçable. Pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on fait là-bas, est-ce qu'on a une chance d'apporter un peu d'équilibre à ce peuple? Lisez Kessel. Plus ça va, plus tant que j'aurai des forces, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pas de façon abstraite, c'est-à-dire par le biais des paysages, par les biais des gens, ou les puissants, ou les cultivateurs du coin, pour essayer de voir comment ils font. Donc là, il n'y a rien que j'aime plus. C'est-à-dire rien savoir, voir les scientifiques, qu'ils m'expliquent, et en général, je les fais répéter 2, 3, 4, 5 fois, donc ils grognent, et puis à la fin, ils sont contents, parce que quand je comprends, beaucoup de gens comprennent. Il y a un chapitre pas traité dans ce bouquin. Qu'est-ce qui est le plus économe, prendre une douche tout seul ou une douche à deux? Prendre un bain à 3. Oui.